Donc, toujours en continuité avec les séances du cours interactif dans les classes faites par nos élèves, et pour partager l'information, on continue nos séries de vidéos. Cette fois-ci, avec la géologie. J'ai déjà produit certaines vidéos l'année précédente pour la première année du bac. Les notions liées surtout à la roche sédimentaire et à la sédimentation. Le fait est que les élèves, durant les examens nationaux, ont des difficultés à résoudre certains exercices liés à l'unité de la géologie, les phénomènes géologiques liés à la formation des chaînes de montagnes récentes. Donc, mon approche est la suivante. Il faut faire des rappels, des révisions avant de commencer le cours. C'est dans cette optique que je vais faire cette première capsule vidéo pour réviser, récapituler, faire une rétrospective des notions vues durant tout le cursus du collège et du lycée pour le programme scientifique marocain lié à la géologie. Donc cette première vidéo sera, on fera un récapitulatif, puis on essaiera de déterminer ce qu'on va voir. Cette capsule vidéo, c'est une sorte de révision et de rétrospective des notions vues précédemment dans le programme scientifique pour le collège et le lycée. Le titre de l'unité est assez long, mais il est clair. Donc, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes récentes et leur relation avec la tectonique des plaques. Donc, nous allons commencer par une petite présentation de l'unité, mais aussi une rétrospective des notions géologiques. Nous allons clarifier la notion de chaîne de montagne, puis on va faire un petit bilan pour élaborer les questions thématiques et problématiques. Donc, les sciences de la Terre sont des sciences qui regroupent l'étude matérielle de la planète et des processus qui façonnent notre planète. Durant le programme scientifique, on s'est focalisé sur deux notions essentielles: les roches et leurs processus et les processus qui amènent à leur création. Deuxièmement, les formations géologiques et les facteurs qui amènent à leur création, par exemple. Les paysages géologiques anciens est un exemple. Les volcans aussi. Donc, l'année dernière, vous avez étudié les massifs anciens, vous avez étudié les paléo-environnements, vous avez étudié les phénomènes géologiques extérieurs, externes, et comment ils façonnent notre environnement. Maintenant, il manque quelque chose. Quels sont les phénomènes géologiques internes qui contribuent à façonner notre environnement? Et quelles sont les formations intimement liées à ces phénomènes? Donc, petit rappel théorique. Historiquement, la géologie s'est focalisée sur l'étude extérieure et l'étude des phénomènes géologiques extérieurs, parce que étudier l'intérieur de la Terre était assez difficile, voire impossible. Donc, c'est l'un des principes pivots de la géologie, c'est le principe de l'actualisme. C'est un principe élaboré par Nicolas Steno, l'un des fondateurs de la géologie. Le principe de l'uniformitarisme ou de l'actualisme est simple, c'est-à-dire les notions géologiques ou les phénomènes géologiques ou les processus géologiques qui se sont passés il y a des milliers d'années et qui ont contribué à façonner notre environnement, ce sont les mêmes processus géologiques que subissent les paysages et les formations géologiques récentes. Ils n'ont pas changé. Donc à partir de cet état de fait, on a pu faire des datations, des principes stratigraphiques, on a pu déduire comment étaient les paléo-environnements il y a des milliers d'années. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose manque à l'appel, la structure interne du globe. Et ceci, on a pu le savoir qu'après les progrès technologiques, à partir de 1960, on a pu établir
des schémas, des paradigmes qui nous expliquent relativement les processus internes du globe. Donc, voici une deuxième type de segmentation. On a une géodynamique externe et une géodynamique interne. Donc, géosphère, dynamique, mouvement, interne, externe, c'est assez clair. Donc, on s'est focalisé sur l'extérieur l'année dernière. Mais aussi, durant tout le cursus, on s'est focalisé sur les types de roches. C'est quoi une roche? Une roche, c'est un ensemble de matériaux naturels formés, solides, composés de minéraux et parfois de fossiles. On a vu 3 types de roches. Les roches sédimentaires, qui seront des agrégats de sédiments solidifiés par les processus sédimentaires liés aux phénomènes géologiques externes, qu'on a vu l'année précédente. Les roches magmatiques, ce sont des roches résultant du refroidissement du magma. Le magma, c'était des roches qui ont fondu, constituant un magma à l'intérieur de la Terre. Donc ces roches magmatiques, leur refroidissement ou leur cristallisation donnent des roches magmatiques. Roches métamorphiques, ce sont des roches qui résultent de la transformation de roches préexistantes, c'est-à-dire qui ont déjà existé. Ils se sont transformés à l'état solide, sans fusion, sans qu'ils fondent. À l'état solide, ils sont transformés. Donc, on a le sable, il devient du schiste. Exemple arbitraire. Sable qui devient du schiste sans qu'il passe par la fusion. Donc, vous avez vu au collège et au lycée les roches sédimentaires. Les roches magmatiques, on a essentiellement vu ces roches au collège. Ce qui reste, ce sont les roches magmatiques et les processus liés à cette transformation qu'on appelle le métamorphisme. Donc il est clair que dans cette unité, on étudiera plus en détail les roches métamorphiques et les processus qui leur sont relatifs. Donc la structure interne de la Terre. La Terre est composée de plusieurs couches avec des propriétés physiques différentes. Vous les avez étudiées grâce aux ondes sismiques P et T. Donc, on a la croûte terrestre, on a la croûte terrestre, comme on a dit, on a le manteau supérieur, le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. Ces couches sont disposées de la manière suivante. Observez avec moi. Au tout début, on a la croûte terrestre, puis la partie rigide de la lithosphère. La croûte terrestre constitue seulement 2%, c'est-à-dire que ce schéma n'est en aucun cas représentatif. Ce n'est qu'un schéma pour expliquer. Donc, on a plusieurs couches. Comme j'ai dit, la croûte terrestre, qui constitue que 2% de la planète, elle est à 75% recouverte de roches sédimentaires, à la surface seulement, est liée à la partie supérieure du manteau qui est rigide, parce que le manteau, il n'a pas la même continuité. Donc cette partie rigide, cassante, avec la croûte terrestre, forme ce qu'on nomme la lithosphère. Lithos, roche, lithosphère. Le manteau supérieur plastique, c'est-à-dire solide mais malléable, il constitue l'asténosphère. Puis le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne, dont je n'étayerai pas les propriétés pour souci de gain de temps. Donc, à quoi ça sert ça? Ça sert à expliquer un phénomène observé par Alfred Wegener, dont il a élaboré une théorie. Observez avec moi. Alfred Wegener a dit que d'après la complémentarité des limites des continents, il constituait un supercontinent nommé Pangée. Au Permien, les scientifiques ont daté ce supercontinent permien, c'est-à-dire il y a 298 millions d'années. Pan veut dire tout, G, tout terre, Pan, Thalassa, toute terre et tout océan. Un seul continent, un supercontinent et un seul océan. Mais à la période actuelle, on a plusieurs continents et océans. Ce qui veut dire que les continents se sont séparés, les blocs continentaux se sont séparés et bougent. Observez une dérive graduelle, lente, à travers des millions d'années pour avoir les continents actuels. C'est la dérive des continents.
Au début, la théorie fut réfutée par les scientifiques, mais grâce au progrès scientifique, on a vu et on a confirmé la théorie des dérives continues, surtout grâce aux anomalies magnétiques étudiées en 1960, mais à la discontinuité, ou plutôt la continuité des fossiles entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. On a vu ça au collège. Maintenant, pourquoi les continents bougent? Parce qu'ils font partie de ce qu'on appelle des plaques. Ces plaques sont les plaques tectoniques. Il existe plusieurs. Il y en a deux types de plaques. Une plaque océanique à 100% qui est plus dense car elle est constituée d'une croûte océanique plus dense. La croûte océanique a une densité de 3,2, la croûte continentale 2,7 dans ses environs. Et les limites, comment on a établi les limites de ces plaques? Grâce à l'activité sismique et volcanique caractéristique aux limites des plaques. L'exemple le plus célèbre, c'est la ceinture de feu, la ceinture qui délimite la plaque pacifique, connue pour avoir des séismes et une forte activité volcanique. Donc, ces plaques, en quoi ces plaques expliquent la dérive des continents? C'est lié au concept de la tectonique des plaques. La tectonique veut dire en grec tectonikos, la construction. Donc, ces plaques qui comportent des continents ou des blocs continentaux bougent. Il y a deux types de mouvements selon la tectonique des plaques. Premier type, c'est l'éloignement avec une forte activité volcanique entre les limites des deux plaques qui sont éloignées. On dit que de ces plaques qui sont des plaques divergentes. Il y a une divergence des plaques tectoniques. Le cas que vous avez étudié au collège, c'est les dorsales médio-océaniques et les rifts. Donc il y a éloignement des plaques. Et bien évidemment, l'inverse, c'est le rapprochement des plaques avec une forte activité volcanique. Ce rapprochement, on dit que les plaques sont convergentes. Il y a une convergence des plaques. Le cas que vous avez étudié sommairement, c'est le cas des chaînes de subduction. Donc, vous vous êtes focalisé dans le collège sur les processus de divergence. Il est bien clair qu'en terminale, que cette année, vous allez étudier la convergence des plaques. Le moteur mécanique, c'est-à-dire l'origine de ces mouvements, je ne vais pas le mentionner dans cette vidéo parce que je vais lui consacrer une vidéo spéciale pour la première leçon. Donc, roche métamorphique et convergence. Maintenant, passons aux chaînes de montagne. Les chaînes de montagne, c'est un concept pivot de cette unité. Donc, c'est quoi une chaîne de montagne? C'est un relief d'altitude rassemblant plusieurs sommets, pics et monts. D'accord? Il y a essentiellement deux types de chaînes de montagne. Il y a les massifs anciens qui sont constitués de montagnes à faible altitude et à faible activité volcanique. Ils sont liés à la tectonique des plaques, mais ils sont surtout liés au processus et au cycle orogénique, c'est-à-dire ils subissent, ce qui les façonne actuellement, ce sont les processus d'érosion, les phénomènes géologiques externes. Donc, il résulte d'un soulèvement, attention, il ne faut pas simplifier, il résulte d'un soulèvement. Ils ont subi un soulèvement, les roches qui constituent les massifs anciens. Le cas le plus concret, c'est le cas du massif central en France, que vous avez étudié l'année précédente, mais aussi, ils sont liés au paysage ancien. Par exemple, les bassins du phosphate au Maroc, on a étudié un paléo-environnement. Donc, paléo ancien, c'est déjà étudié. Donc, ce qui nous reste, ce que nous allons étudier maintenant, ce sont les chaînes récentes. Donc, récentes, c'est pas dire qu'ils sont créés il y a 100 ans, ils ont un âge très jeune. Non, récente, c'est-à-dire que l'activité volcanique et sismique est continue et elle est récente. Donc, les processus qui les façonnent, ils sont continus. Ils sont encore en formation, ils sont encore en création, stade de création, ces montagnes. Par exemple, la chaîne de l'Himalaya, il y a plusieurs séismes et plusieurs activités volcaniques parce que les volcans font augmenter l'altitude de ces chaînes de montagnes. Puisqu'ils sont encore en activité, cela veut dire
qu'ils auront une forte altitude et une forte activité sismique. Et bien sûr, ils sont plus liés à la tectonique des plaques que les massifs anciens, puisqu'ils présentent une forte activité volcanique. Et comme on a vu, l'activité volcanique est l'un des signes avant-coureurs qu'on est dans une limite d'une plaque tectonique. Donc, que se passe-t-il dans ces chaînes récentes? Avant de le voir, voyons voir les massifs anciens. Les massifs anciens subissent, comme on dit, l'érosion, le transport, le dépôt et la diagénèse. Ils subissent le cycle sédimentaire. Ils sont liés au cycle sédimentaire qui les façonne. D'accord? Tandis que pour les chaînes récentes, que se passe-t-il pour ces chaînes récentes? Vous avez vu au collège certaines notions liées aux chaînes récentes, surtout au volcanisme. Donc, voici la chambre magmatique, on a un volcan, plusieurs types de volcans que vous avez étudiés, éruptifs, effusifs. Vous avez surtout étudié les roches magmatiques. Donc, magma veut dire intérieur en grec. Donc, le magma, ce sont les roches qui ont fondu en fusion et qui contiennent des gaz. D'accord? Ces roches, lorsqu'ils se refroidissent à l'intérieur, ils se cristallisent selon les minéraux qui constituent le magma. Et on obtient à la fin un pluton, ou des roches plutoniques. Cette cristallisation est lente, comme vous avez vu au collège. Elle est lente, une cristallisation interne est lente. Donc, des roches plutoniques, mais aussi, vous avez vu, un autre type de roche magmatique, c'est-à-dire lorsque le magma est éjecté à l'extérieur du volcan, il perd les gaz qui le constituaient, donc il n'y a que la lave, c'est-à-dire la lave, c'est quoi? C'est le magma sans gaz. Et cette lave qui subit un refroidissement rapide externe donne des roches volcaniques. Meilleur exemple, le basalte. Donc les roches magmatiques, il y a deux types de roches. Volcanique, refroidissement rapide. Plutonique, refroidissement lent et cristallisation. Donc, vous avez étudié les roches magmatiques et les roches sédimentaires. Un petit bilan. Donc, les notions vues avant la seconde année du bac. Donc, vous avez vu certaines notions que je vais mentionner rapidement. Vous avez vu les déformations tectoniques, les plis, failles, les plis et les failles, les massifs anciens, les couches sédimentaires, volcans, milieux sédimentaires anciens et les chaînes de montagnes en général, sans la segmentation. Vous avez vu deux types de roches sédimentaires et magmatiques. Vous avez vu les roches métamorphiques, mais brièvement au collège. Vous avez vu les phénomènes géologiques liés à tout ça, c'est-à-dire le cycle sédimentaire, l'érosion, le transport, la dérive des continents, la tectonique, le refroidissement. Donc, à partir de ce schéma, il est clair, il y a quelque chose qui manque. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ce que vous avez vu et ce qu'on va voir maintenant. Donc, on n'a pas vu la relation qui existe entre les chaînes de montagnes, surtout récentes, et la tectonique des plaques. Comment la tectonique des plaques influence la formation des chaînes de montagnes récentes et les types de chaînes de montagnes. On ne vous a pas dit combien de chaînes de montagnes récentes, combien de types de chaînes de montagnes récentes existent. On va bien sûr détailler les roches métamorphiques et le processus lié au métamorphisme. Comment les roches peuvent-ils se transformer sans fondre, sans passer par la fusion? Quelle est la relation entre les minéraux et les roches? Cette relation n'a pas été étayée d'une manière assez approfondie dans les années précédentes. Les conditions qui amènent à la fusion et au métamorphisme. Donc, à partir de cet état fait, posons-nous les questions problématiques. 3 questions. Donc, les types de chaînes de montagnes récentes, comment ils se forment, et quels sont les processus, comment elles se forment, et quelles sont les caractéristiques de chaque type, parce qu'il y a 3 types de chaînes de montagnes. Le métamorphisme, et toutes les notions liées au métamorphisme, comment les roches métamorphiques sont liées à la tectonique des plaques, et comment les roches se transforment-ils, sont passées par la fusion, et la relation entre le métamorphisme et la cristallisation,
c'est-à-dire la relation entre les minéraux constituant chaque roche et le métamorphisme, et la relation constituant les minéraux et la fusion, comment on peut passer de fusion à métamorphisme, et les relations de tout ça avec les chaînes de montagnes récentes. Donc, voici les questions thématiques que vous allez voir. Il est essentiel de maîtriser certains termes, certains mots techniques. Donc, on verra ça en détail pour la première leçon. J'espère que vous avez compris en quoi ce qu'on va étudier maintenant dans cette unité de la géologie, qui est la dernière unité pour le bac. Je vous souhaite une bonne chance et surtout restez chez vous. Restez chez vous.